Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet de dissertation portant sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Voici le sujet. Si mon style est décousu et diffus, mon trouble est mon excuse, affirme Olympe de Gouges dans sa lettre au peuple en 1788. Ce propos vous semble-t-il convaincant pour qualifier la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ? Dans une première partie, on va montrer qu'effectivement, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un texte au style confus et diffus. Je vous rappelle qu'on ne peut pas vraiment considérer que le texte s'inscrit dans un genre en particulier. Il est un petit peu au carrefour de plusieurs genres. Dans le premier argument, on va montrer que, effectivement, la confusion, elle peut tenir au fait que le texte a une dimension orale. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne peut faire penser à de nombreux égards à un discours. Les formules orales, les adresses directes, l'urgence proclamée trahissent en effet une forme d'oralité. Dans le postambule, l'injonction « femme, réveille-toi » paraît être lancée au sexe féminin comme si l'écrivaine se tenait face à lui. De plus, on trouve une forme de spontanéité orale, des termes familiers comme dans « Homme, es-tu capable » où elle le présente l'homme comme bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré. Cependant, dans un discours, la conclusion est normalement le point culminant de l'émotion. Au contraire, chez Olympe de Gouges, on peut constater que la fin de la DDFC se penche sur une aventure personnelle, l'anecdote du cocher qui lui réclame plus que son dû. Le style de l'œuvre apparaît ainsi comme décousu. Cette spontanéité, nous la retrouvons également dans un texte de Leïla Slimani qui s'appelle Importuné, où son écriture, caractérisée par des phrases averbales, a une dimension orale. Je vous en propose un extrait. Draguer un homme, changer d'avis et passer mon chemin, me fondre dans la foule du RER, travailler la nuit, allaiter mon enfant en public, réclamer une augmentation. Dans ces moments de la vie quotidien et banale, je réclame le droit de ne pas être importuné. Donc ça, c'est pour notre premier argument. Passons au deuxième qui est très bref puisqu'il tient à la dimension juridique du texte. La DDFC a également une dimension juridique. Les 17 articles exposent les droits et devoirs des femmes. Ils suivent le modèle des 17 articles de la DDHC, malgré des modifications et la mise au féminin. Ainsi, ils apparaissent après « À la reine » et « Homme, es-tu capable » et aussi après le préambule, ce qui peut brouiller la frontière des genres et peut paraître décousu aux yeux du lecteur. Troisième argument, il s'agira de montrer que, outre s'apparenter à un discours et à un texte juridique, la DDFC peut également rappeler le pamphlet. En effet, la DDFC ressemble à un pamphlet, il s'agit d'un texte virulent s'attaquant à une personne ou à une institution. Le registre polémique, caractéristique du pamphlet, y est présent. En témoigne l'adresse directe, le tutoiement, les impératifs, les nombreuses apostrophes, voire les blasphèmes. Donc les blasphèmes, c'est toutes les attaques à la religion. Cependant, le pamphlet vise généralement une seule personne ou une seule institution. Ici, les adversaires d'Olympe de Gouges sont multiples. Elle va s'en prendre effectivement aux révolutionnaires violents, aux hommes, aux femmes, au clergé, aux députés, par exemple. Dans le postambule, elle fustige, donc elle critique la passivité des femmes. Femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles ? Puis s'attaque à la tyrannie masculine. De la sorte, on ne peut pas estimer véritablement que le postambule est un pamphlet puisqu'il y a quelques règles du pamphlet qui ne sont pas respectées. On peut avancer donc l'idée selon laquelle, effectivement, le texte est confus, prenant pour cible plusieurs destinataires et rendant le message d'Olympe de Gouges peu clair. Dans la deuxième partie, on va montrer que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un texte né du trouble de l'autrice. Donc effectivement, il est confus et que lorsqu'elle dit mon trouble et mon excuse, eh bien, on peut valider cela. Tout d'abord, on peut estimer que Olympe de Gouges est une autrice troublée puisqu'elle est troublée face aux inégalités hommes-femmes. Le trouble d'Olympe de Gouges peut s'expliquer par la colère qui s'empare d'elle en faisant le constat des profondes inégalités hommes-femmes. Dans le préambule, elle parle au nom des femmes, les mères, les filles, les sœurs, et met de la sorte les représentants du sexe féminin au cœur de sa déclaration, dans le but de dénoncer les injustices qu'elles subissent. Dans l'article 13, elle rappelle que l'accès aux emplois doit être le même pour les hommes et pour les femmes, et que ces dernières ne peuvent être en charge uniquement des tâches désagréables. Je vous propose une citation. « Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. » Les injustices qu'elle met en lumière sont si nombreuses qu'elle reconnaît dans le postambule « Que de remarques n'ai-je point à offrir ? Je n'ai qu'un moment pour les faire. » Ce qui pourrait donc
continuer de valider l'idée selon laquelle Olympe de Gouges est une autrice troublée. On peut, dans un deuxième argument, montrer que ce trouble est également un trouble né de la tyrannie masculine. Elle ne peut contenir sa colère quant à la supériorité masculine qu'elle juge infondée. Dans le postambule, Olympe de Gouges fait un rapprochement entre la femme et l'esclave, asservis tous les deux par le sexe masculin, d'après elle. Elle insiste sur sa cruauté. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. De même, dans « Homme es-tu capable ?», son trouble est audible dans les questions qu'elle formule. « Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? Ta force, tes talents. » Dans l'incipit de King Kong Theory, qui est un essai de Virginie Despentes, la colère de Virginie Despentes transparaît également dans son style. Elle dénonce les stéréotypes et son exaspération est audible dans son texte. Donc, à nouveau, on peut estimer que le trouble de l'autrice, à la fois d'Olympe de Gouges et de Virginie Despentes, est perceptible dans les deux œuvres. Enfin, dernier argument, le trouble d'Olympe de Gouges peut également s'expliquer par le fait que la société ne reconnaît pas les enfants illégitimes. Dans l'article 11, elle se penche sur le cas des enfants illégitimes, un sujet qui lui tient à cœur. Elle souhaite qu'ils puissent obtenir une reconnaissance légale et qu'une femme ait la capacité de dire « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient ». Dans le postambule, elle aborde à nouveau ce sujet en montrant que la loi ne protège pas les femmes non mariées. Je propose une citation. « La femme mariée peut impunément donner des bâtards à son mari et la fortune qui ne lui appartient pas. Celle qui ne l'est pas n'a qu'un faible droit. Les lois anciennes et inhumaines lui refuseraient ce droit sur le nom et sur le bien de leur père pour ses enfants. » Dans la troisième partie, il va falloir essayer de dépasser le sujet. Donc, dans la première partie, on a validé l'affirmation selon laquelle le style d'Olympe de Gouges était confus. Dans la deuxième partie, on a montré que cela s'expliquait par son trouble, qui était la deuxième partie de la citation. Dans une troisième partie, nous allons dépasser le sujet et montrer que certes, l'autrice est troublée, certes le style est confus, mais que malgré cette confusion, il y a de véritables propositions qui figurent dans la DDFC. Tout d'abord, on peut estimer que l'accès au droit de propriété et le partage des richesses est une première proposition concrète. Dans l'article 17, Olympe de Gouges affirme que ce droit doit être maintenu même en cas de séparation. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés, dit-elle. Dans le contrat social, dans la forme du contrat social, elle prévoit le partage des fortunes et réfléchit même au devenir du patrimoine lors d'un décès. Dans le postambule, elle énonce clairement son projet. Quelle loi reste-t-il donc à faire pour extirper le vice jusque dans la racine, celle du partage des fortunes entre les hommes et les femmes et de l'administration publique. Deuxième argument, toujours pour nuancer la confusion du texte et le trouble de l'autrice, c'est montrer que le projet clairement établi par Olympe de Gouges dans la DDFC, c'est la fin de la corruption. Dans le préambule, elle fait le constat, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Elle montre que les femmes, pour obtenir un peu de pouvoir, séduisent les hommes, ce qui corrompt la société. Accorder des droits aux femmes aurait, par conséquence, la disparition de la corruption. Enfin, dans la forme du contrat social, elle évoque une anecdote. Un cocher a réclamé plus que son dû lors d'une course. Le commissaire de paix lui donne alors raison. Olympe de Gouges prouve ainsi que les injustices envers les femmes corrompent la société tout entière et qu'il est primordial d'éduquer autrement les citoyens. Troisième argument qui montre que des propositions concrètes sont formulées, c'est la réforme du mariage qu'elle propose. Dans la forme du contrat social, elle montre les réformes auxquelles elle a songé. Elle pense à une union qui pourrait prendre fin non lors de la mort d'un des époux, mais lorsque l'amour ne serait plus présent. Nous, N et N, mus par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie et pour la durée de nos penchants mutuels. Enfin, un petit argument bis, un quatrième, l'apparition d'une société égalitaire. Dans l'article 16, le propos d'Olympe de Gouges a une portée universelle, puisqu'elle pense à des changements qui visent toute la nation, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée d'un point de constitution. Dans le préambule, elle ne met pas au féminin bonheur de tous, car les réformes qu'elle imagine concernent tous les citoyens. C'est donc bel et bien un bonheur non pas féminin ni masculin, mais universel qu'Olympe de Gouges recherche dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Voilà pour ce sujet guidé sur Olympe de Gouges et surtout sur le style du texte. J'espère que cette vidéo a été utile et je vous dis à bientôt.